Bonjour à tous, bienvenue pour le 420 Show. On a décidé avec Ocaran cette année de réunir les 6 intervenants de l'année dernière de notre Cannabis Week qui ont marqué l'année du cannabis en 2020 pour faire un point avec eux sur le cannabis médical, sur le bien-être, sur l'affaire en cours Canavap qui a donné cet élan si important au CBD dernièrement. Donc vous allez retrouver là pendant 1 heure et demie 6 personnalités marquantes du cannabis sur ce format émission. Malgré voilà, le confinement, malgré la situation sanitaire un peu exceptionnelle, on a voulu mettre à votre disposition un setup qui soit le plus qualitatif possible pour que vous puissiez comprendre en cette journée demain du 20 avril pourquoi le cannabis est un sujet majeur en France. Donc pour vous donner un tout petit peu le sommaire, on va avoir en première partie une humoriste, Marine Boasson, qui va vraiment nous donner ce regard critique de la société sur le CBD. C'est important de prendre un peu de recul dans le contexte actuel. On aura ensuite la météo du cannabis avec Aurélien Bernard de Newsweed qui va nous donner un cadre réglementaire, politique, culturel, international. On va revenir sur l'affaire Canavap avec Antonin Cohen pour comprendre pourquoi désormais le CBD peut librement circuler en France. On va reprendre quelques chiffres clés également avec Aurélien Delecroix, le président du syndicat professionnel du chanvre et de sa société Greenleaf. Bien sûr, vous nous avez évoqué dans les questions préalables, quand on vous a demandé quels sont les sujets que vous souhaitiez creuser, le novel food. Novel food, c'est un statut très particulier et Gilles Boin de cabinet Product Law Firm, avocat spécialiste du cannabis, va nous expliquer les détails de cette réglementation, ce qui a changé dernièrement. Et puis, on fera un point sur l'expérimentation en cours sur le cannabis médical avec Pascal Dweck. Et pour finir, Éric Correia, homme politique très engagé dans le cannabis, va nous donner un petit peu de perspective sur l'année à venir, les grandes modifications politiques qui vont bouger. On commence tout de suite par une chronique de Marine Boisson. Marine est humoriste, elle est comédienne, elle a gagné le festival de Montreux Comédie. Elle a un spectacle qui est très engagé dans le féminisme, donc évidemment ça me parle particulièrement. Et puis elle a fait cette chronique un petit peu détonnante sur le CBD dernièrement, donc on lui a demandé pour nous de pouvoir un peu nous retracer cette chronique personnalisée. Marine, à toi la parole. Quand on m'a appelé pour faire 5 minutes sur le CBD breton, j'ai été surprise, certes, mais pas surprise non plus. Surprise parce que moi, Marine Baousson, humoriste, je suis invitée à parler parmi des hommes, des activistes, des conseillers régionaux, journalistes, présidents d'agglomération, médecins, membres de commissions scientifiques. J'étais à deux doigts de penser que le monde du CBD était un monde bien masculin. Et puis je me suis rappelé que c'est une femme qui avait lancé Ocaran, c'est toi. Et j'ai trouvé ça super badass, donc sororité, je suis trop contente. Et bref, parmi toutes ces personnalités et intellectuelles, je dois arriver parmi vous et dire un peu fond, faire des vannes. Voilà, j'ai la pression. Heureusement, j'ai pris quelques gouttes de l'antidote 5% au Caran et donc je me sens un peu moins stressée. Et je vous l'ai dit, j'étais pas complètement surprise non plus parce que voilà, Ocaran c'est une marque bretonne. Moi-même, je vous parle de Saint-Brieuc. Et nous, les Bretons, c'est vrai qu'on est en train de conquérir le monde. Enfin, on a commencé il y a longtemps, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un drapeau breton quelque part. Hein. Mais en fait, c'est parce que nous, les Bretons, on est fiers d'être Bretons et on trouve que la Bretagne, c'est le plus bel endroit de la Terre. Ouais. Bon, après, c'est sûrement parce qu'on n'a jamais été en vacances à Tahiti ou dans des endroits comme ça, mais enfin, en tout cas, notre technique pour conquérir le monde, nous, c'est que clairement, on adapte tout à notre sauce. Par exemple, depuis peu, il y a le pastis breton, qu'on appelle le brastis. Il y a aussi le braise cola, hein, le cola du Far West. Ouais, en Bretagne, on est fort en réadaptation de boissons et en jeu de mots, visiblement. Hein. On a aussi une autre variant. Wouh, on est fiers. Hein. On a eu chaud, on était à deux doigts de l'appeler le brérian ou le brovide. Voilà, franchement, ça passe. Hein. Moi, je trouve le brovide, on pourrait presque croire que ça fait mot breton. Tu l'as eu, toi, le brovide, Swazik? Ça marche, on y croit. À l'Andivisio, il y a même eu un chocolatier qui a fait des Covid en chocolat. À Pâques, Macron disait on confine pour que personne ne l'attrape. Hein. Je vous rappelle que nous sommes en guerre. Mais à l'Andivisio, ils étaient là. Le petit Goulven a attrapé 3 Covid dans les hortensias. Wouh! Et puis donc maintenant, on a notre propre CBD. Et son nom n'a pas de jeu de mots. Ça s'appelle Ocaran. Et en breton, ça veut dire je vous aime. C'est joli. Et puis ça correspond bien au cannabis comme nom. Parce que même si le CBD n'a pas d'effet planant, avouons que je vous aime, c'est exactement ce qu'on dit quand on a fumé. Je vous aime, les amis. Je sais, il y a très peu de temps, le CBD, moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais depuis, je suis allée sur Internet, j'ai testé et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors déjà, le CBD, c'est pas un substitut du cannabis ou une version de synthèse qui reproduit le goût spécialement pour ne pas être une drogue. Non, le CBD, c'est du cannabis. Et le cannabis, à la base, c'est la plante, hein, le chanvre. C'est même comme ça qu'on dit chanvre en latin. Cannabis. Cannaboum, cannabisae, je sais pas, je parle pas latin. Donc, le chanvre, on le fait sécher pour le fumer, mais on en fait aussi du papier, comme les grands-parents de l'or.
On en fait aussi des fringues de personnes en retraite ayurvédique, des cordes, des litières, bref, que des choses que normalement, instinctivement, on se dit pas: «Tiens, j'ai envie de le fumer». Corinne, 43 ans, ancienne cadre dans l'industrie pharmaceutique qui est en reconversion pour devenir prof de yoga, bon, bah, on n'a pas envie de l'inhaler. La litière de son chat non plus, enfin, normalement. Mais finalement, fumer du chanvre, a priori, bah, ça fait envie à plein de gens. Il faut savoir qu'il existe 2 types de chanvre et donc 2 types de cannabis. Vous allez voir, c'est très simple. D'un côté, il y a un chanvre qui contient plus de delta-9 tétrahydrocannabinol que de cannabidiol. Et de l'autre, un chanvre qui contient plus de cannabidiol que de delta-9 tétrahydrocannabinol. Voilà, bon, bah, le CBD, c'est celui-là. Bon, j'imagine que c'est pas clair pour tout le monde, mais dans le doute, je vais vous réexpliquer. Le cannabis qu'on connaît, ça a des effets planants et c'est considéré comme une drogue douce parce qu'on estime qu'on ne peut pas en faire d'overdose, à l'image de mes drogues à moi, le chocolat et les vidéos de demandes en mariage sur YouTube. Ce cannabis, qui a des propriétés psychoactives, donc qui agit sur notre activité mentale et physiologique, donc sur le corps, est composé de plein de molécules différentes, mais il y a une molécule en particulier responsable de plein d'effets dans notre corps, c'est le THC, qui est le petit surnom mignon donc de delta 9 tétrahydrocannabinol. Tétrahydrocannabinol, THC. À ne pas confondre avec TLC, qui peut aussi faire planer, notamment grâce à cette chanson que je vais vous chanter. No, I don't want no scrub. Scrub is again. Ouais, je parle pas très bien breton et pas très bien anglais non plus. Bon, en tout cas, le THC, c'est une molécule qui active des récepteurs présents dans notre système nerveux et qui leur donne plein d'infos qui ne sont pas les infos qu'ils devraient recevoir normalement. En gros, nos récepteurs ne sont censés lire que l'AFP et transmettre à notre cerveau que des infos vérifiées. Mais imaginez que le THC qui arrive dans notre cerveau, c'est Trump, qui balance des tweets par milliers. Nos récepteurs reçoivent d'un coup un tas de fake news. Et comme elles ressemblent à des vraies infos, les récepteurs se mettent à tout retweeter à leur tour en fonction de là où ils se trouvent dans notre cerveau. Ils inondent donc alors de fake news à leur tour les parties qui gèrent les émotions, les sens, etc. Et ça explique que les gens qui consomment le THC ont la sensation d'avoir plus de sens en alerte, de tout ressentir. Sauf que c'est faux en fait. Alors a priori, ça active aussi la dalle, les yeux rouges et les conversations à la con à 3h du mat. Et bien sûr, l'envie de réécouter l'intégrale de Léo Ferré, puis de La rue qui est à nous. Mais là, je m'égare en vous parlant de certains souvenirs de lycée. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est illégal. Et donc, depuis peu, en France, il y a la vente de CBD qui augmente. Le CBD, c'est du cannabis qui contient un peu de THC, oui, mais en plus grande quantité, on trouve des molécules de CBD, cannabidiol. Le deuxième type de chanvre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui que Laure et ses équipes cultivent et transforment en huile, en crème, en savon, en sérum, en baume, etc. Le cannabidiol, lui, dans le cerveau, il titille les récepteurs du système immunitaire et ceux de la douleur. C'est le même principe que toutes les fake news qui arrivent au cerveau dans le THC, mais à la place, ça diffuse des compliments, des méditations petits bambous et des petits bisous magiques que les mamans font sur les bobos. C'est pourquoi le CBD ne provoque pas d'effet d'euphorie, d'angoisse ou d'addiction. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que ce n'était pas nocif, au contraire de certains plats du chef Christophe Leroy au Palais Vivienne. Je ne sais pas si vous avez vu ces gnocchis, moi perso je ne mange pas ça, je suis sûre que c'est mauvais. Hein. Et selon tous les sites que je trouve, il réduirait les douleurs, les inflammations, les nausées, les crises d'angoisse, l'anxiété, certaines affections mentales, la dépression, la fibromyalgie, je ne sais pas ce que c'est, l'épilepsie, les pathologies dégénératives, l'arthrose rhumatoïde, le diabète, les violences policières, le sel et le sucre présents dans les plats préparés, le trou de la couche d'ozone, le temps d'attente entre deux saisons de The Crown. Bref, c'est incroyable, c'est énorme. Il y a tellement de trucs positifs qu'on dirait une impro de Lucchini. Mais c'est énorme, ça soigne même la cataracte. Bon, c'est faux, ça, le truc de la cataracte. Hein, c'était juste parce que j'avais envie de faire Lucchini. Je le fais mal en plus, mais quand même, j'avais envie. Et en tout cas, selon Laure d'Ocaran, cette plante aux 1000 vertus, régénérante, antioxydante, anti-inflammatoire, là je la cite, et aux 1000 utilisations, déstresse la peau, décontracte le corps, tranquillise l'esprit et apaise le stress que nous nous mettons sur la planète. Elle en fait des produits de beauté et même un lubrifiant. Et comme elle est bretonne, elle n'a pas pu s'en empêcher, elle a quand même fait un jeu de mots parce qu'elle a un produit qui s'appelle Canna Booster. Magnifique. Vive la Bretagne et merci de m'avoir écouté. Merci, bonne chronique. Trop cool. Bonne chronique. Merci beaucoup, je dois m'en aller, j'ai un autre truc à côté, un podcast après, mais merci en tout cas et à bientôt. À bientôt, merci pour ton temps. Bonjour à tous. Effectivement, météo 2020 du cannabis. Pour 2020, nous avons vu une embellie au niveau international, avec notamment la reconnaissance de l'utilité médicale du cannabis. La Commission des drogues des Nations Unies a effectivement décidé, à la suite d'un long processus, de reclassifier le cannabis et de reconnaître son potentiel médical. Bien que symbolique, cette décision a déjà eu des impacts, par exemple en Suisse et au Maroc, et pourrait faciliter l'adoption du cannabis thérapeutique par des pays jusqu'ici réticents. Sur le continent américain, grand soleil.
La dynamique est plus que jamais à l'ouverture et à l'abolition de la prohibition, si ce n'est pas déjà fait. Le Canada a, lui, presque atteint les 3 milliards de dollars de ventes de cannabis en 2020. Les États-Unis comptaient fin 2020 16 États et territoires où le cannabis était légal et plus que 2 États où il est illégal. Tous les autres ont soit dépénalisé, soit légalisé l'usage médical et ou le CBD. L'Illinois a vendu pour plus d'1 milliard de dollars de cannabis en 2020, pour la référence. Le Mexique, lui, devrait légaliser en 2021, après avoir échoué à le faire en 2020. Et l'Amérique du Sud s'ouvre globalement à la production de cannabis médical pour les besoins locaux et pour l'export, comme c'est le cas pour l'Uruguay ou la Colombie. Les stars américaines, elles, se lancent tour à tour dans le business. On a vu Carlos Santana, Jane Fonda, Seth Rogen, qui a sorti sa marque Houseplant, ou Jay-Z pour Monogram. Pas le temps de niaiser là-bas. Les Caraïbes, elles, profitent d'un vent chaud pour à minima dépénaliser le cannabis, voire le légaliser pour certaines îles comme Sainte-Lucie. L'indice UV reste très élevé, pensez à vous protéger. Côté asiatique, la Thaïlande a le vent dans le dos. Après avoir établi un système efficace de production et de dispensation de cannabis médical, elle teste désormais la culture de cannabis médical par des particuliers, en plus d'avoir dépénalisé les drogues à usage médical. Un peu plus au sud, le référendum en Nouvelle-Zélande a échoué à faire passer sa mesure sur la légalisation du cannabis. En Australie, le cannabis médical se développe lui fortement et a désormais exporté jusqu'en Allemagne. Après avoir légalisé le cannabis en 2019, le territoire de la capitale australienne, qui contient Canberra, a dépénalisé de petites quantités de drogue. En Afrique, beau temps sur l'ensemble du continent pour le chanvre et le cannabis, même s'il a reçu de rares ondes. L'Afrique du Sud avance lentement sur sa légalisation. Le Malawi, le Ghana, le Zimbabwe, le Rwanda et le Nigeria réfléchissent ou ont acté la légalisation du chanvre et ou du cannabis médical pour l'export, ce qui confirme le positionnement anticipé du continent sur le sujet. Le Liban, terre de cannabis, a pour l'instant approuvé sa culture à faible taux de THC. Le Maroc était en réflexion autour d'une potentielle légalisation qu'il a annoncée pour le chanvre et le cannabis médical début 2021. L'Europe, elle, endure comparativement un temps plutôt maussade. La plus belle éclaircie aura probablement été le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne dans le cas Cannabis. Pour le reste, hormis l'Allemagne qui profite d'une croissance certaine du marché du cannabis médical, et Malte et le Danemark qui suivent, le temps n'est pas vraiment favorable à la légalisation pour les adultes. Seuls les Pays-Bas ont entamé leur processus de production légale de cannabis récréatif en décernant les 10 premières licences, initiant l'ébauche d'un premier marché réellement réglementé en Europe, alors que le Luxembourg a remis ça aux calendes grecques, tout en confirmant qu'ils essayaient d'avancer avant 2023. En France, temps pourri de chez pourri. Comme une perturbation n'arrive jamais seule, la pandémie de coronavirus s'est vue accompagnée de l'amende cannabis à destination des consommateurs français, d'une énième annonce de guerre à la drogue et de poursuites qui persistent contre les vendeurs de fleurs CBD dans certaines régions françaises, et ce malgré la décision Cannabis. Espoir cependant pour 3000 malades qui, malgré de nombreuses réticences et en vertu d'un effort politique certain, se verront probablement délivrer du cannabis médical en 2021 pour une expérimentation censée commencer fin 2019. Un front d'élus pro-légalisation a également vu le jour en 2020, réunissant des personnalités politiques habituellement conservatrices sur le sujet. Côté CBD, la mission d'information parlementaire sur les usages du cannabis, après un round d'audition réalisé à l'été 2020, devrait publier un compte-rendu et ses recommandations sur la régulation du CBD en France au plus tard en mai. Pour 2021, nous espérons ne pas assister à une grosse perturbation venue du front droit et souhaitons également de bonnes nouvelles en fin de journée pour les malades et les consommateurs français. À toi alors. Merci beaucoup Aurélien, merci pour cette météo hyper orchestrée, c'était génial. Ça me fait penser à une question, tu as dit la météo en France elle est pourrie, le temps est pourri. On a eu plusieurs demandes en amont qui nous disaient mais pourquoi en France ça met tant de temps? D'après toi, qu'est-ce qui fait que ça met tant de temps à bouger dans notre pays? Alors, je le dis souvent, mais c'est la seule question à laquelle j'ai pas de réponse. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux sur la vie, je saurais te répondre, mais celle-là, je l'ai pas. Il y a plein de raisons, en fait, je pense que ce qui manque surtout, c'est qu'il manque du courage à un homme politique. On pourrait évoquer tous les freins possibles qui peuvent exister, la culture, je sais pas, du vin, le fait que ce soit que mettre le cannabis dans sa campagne soit néfaste pour les votes, voilà, enfin ainsi de suite, que c'est un sujet de paix sociale. Mais en fait, il manque réellement du courage à un politique de prendre le taureau par les cornes et plutôt que de chevaucher le tigre, essayer de faire une politique pragmatique et raisonnable. C'est génial. Merci beaucoup Aurélien pour cette conclusion, ce qui m'amène tout logiquement vers Antonin Cohen.
Antonin, quand tu as lancé Canavap, il y a, j'ai envie de dire 8 ans, 9 ans, mais tu me corrigeras si je me trompe, tu étais extrêmement précurseur sur le sujet, une cigarette électronique au CBD. Tu as eu un parcours extrêmement compliqué judiciaire qui a été sous forme de retentissement en novembre, car c'est remonté jusqu'à la Cour européenne de justice. Je vais donc te laisser un petit peu expliquer Canavap, quelle était l'idée derrière, quel est ce parcours auquel tu as fait face et du coup, quels sont les attendus qu'on peut maintenant avoir grâce à toi. Merci Antonin. Merci beaucoup, Laure. Merci encore pour ta nouvelle invitation. Et effectivement, Canavap, c'était un des premiers produits au CBD lancés en Europe, certainement le premier produit lancé en France, et on l'a lancé en 2014. Et à cette époque, effectivement, on parlait pas du tout de CBD. C'était quelque chose qui n'existait pas vraiment sur le marché. Il n'y avait pas de demande. Moi, j'étais déjà à l'époque passionné par tous ces nouveaux usages liés au cannabis et liés aux chanvres, et notamment la molécule de CBD qui me semblait être un composant assez intéressant en termes de bienfaits. Est-ce qu'il y allait avoir une vraie demande? Je ne savais pas trop. Mais ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est de donner un maximum de visibilité pour cette molécule, pour simplement expliquer déjà que le cannabis, ce n'est pas uniquement du THC, ce n'est pas uniquement pour avoir des effets euphorisants et ce n'est pas uniquement pour être fumé. Donc, quand j'ai lancé Canavap, je me suis dit il faut faire un maximum de bruit par rapport à cette molécule du CBD. Je trouvais que c'était une molécule qui avait un très fort potentiel et je vraiment me questionnais pourquoi on n'utilise pas du CBD dans différents types de produits. Donc effectivement, Canavap, c'était une cigarette électronique. J'avais également développé d'autres produits qui sont aujourd'hui sur le marché, mais j'ai décidé de me lancer sur ce produit Canavap et donc la vaporisation de CBD et de pouvoir en faire un maximum de visibilité. Donc en 2014, on a organisé une conférence de presse pour pouvoir lancer officiellement notre nouveau produit. Il y a eu un grand emballement médiatique à cette époque. Tous les journalistes en ont parlé et ça a même eu une portée internationale grâce ou à cause de la ministre de la Santé de l'époque qui a déclaré qu'elle souhaitait interdire Canavap. Donc c'est un emballement médiatique qui nous a un petit peu dépassé. Nous, on voulait vraiment faire la promotion d'un usage responsable du chanvre. On avait développé un produit avec des avocats qui nous avaient conseillé pour s'assurer de la conformité de ce type de produit-là. Et malheureusement, effectivement, les autorités n'étaient pas forcément d'accord avec notre analyse, avec notre interprétation de la réglementation actuelle, qui était à l'époque, en tout cas, et même encore aujourd'hui, un petit peu confuse. Donc, il y a eu ensuite, suite à cet emballement médiatique, il y a eu l'ouverture d'une enquête et une enquête judiciaire avec du coup des perquisitions qui ont été effectuées chez moi et chez mes associés en France, avec des gardes à vue et des questions posées pendant près d'une dizaine d'heures, plusieurs fois par les gendarmes qui voulaient savoir qu'est-ce qu'était le produit Canavap, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Nous, on a toujours fait preuve de transparence. On avait un dossier technique qu'on avait réalisé en partenariat de notre avocat. Donc, on a fourni toutes les informations. Et pendant 3 ans, on n'a pas eu de nouvelles. Il y a eu une enquête qui a été faite par les gendarmes. Zéro news de notre côté. Avant finalement un premier procès. Donc, on s'est retrouvé devant le juge pour le procès Canavap. Et donc ça, c'était 3 ans plus tard. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on avait vraiment la volonté de faire un produit qui correspondait aux réglementations, un produit vraiment utile pour la vie des gens. On n'était pas juste là pour faire une société qui marche, faire un produit qui se vend. D'ailleurs, à l'époque, on ne savait même pas si ça allait se vendre puisque personne ne consommait de CBD. On voulait avant tout éduquer les gens sur cette nouvelle molécule et puis créer un nouvel usage qui puisse vraiment répondre à un vrai besoin de nos clients. Et donc devant le juge, on arrivait avec une certaine confiance. On se disait bon, on est quand même bien préparé. C'est un produit qui, on a pu le démontrer, n'est pas dangereux pour la santé. Mais là, effectivement, douche froide, puisqu'on a été condamné lors de ce premier procès. On a fait appel puisqu'on pensait vraiment avoir un dossier solide et on a vraiment trouvé cette condamnation injuste. Et puis en appel, finalement, le juge de la cour d'appel a décidé de saisir
la Cour européenne de justice pour demander un avis. Puisqu'en fait, toute la complexité par rapport à la légalité de ce premier produit provenait du fait notamment de l'origine du CBD. Est-ce que le CBD doit être classifié comme un produit narcotique, car il provient de la plante de chanvre qui pourrait être classifié comme du cannabis, ou est-ce que le CBD n'est pas narcotique? Et donc la Cour européenne de justice a été saisie pour un petit détail technique, puisque en fait notre produit était fabriqué en République tchèque. On était basé en République tchèque à cette époque-là, et donc toute la production s'effectuait là-bas. Et donc nous, basé sur un des piliers de l'Union européenne, qui est la libre circulation des marchandises, on a défendu que ce produit étant légal dans certains pays de l'Union européenne, il devait être également légal en France. Et donc c'est cette question-là qui a été posée à la Cour européenne de justice. Et donc l'année dernière, en novembre 2020, soit 6 ans après le lancement de Canavap, 6 ans de poursuites judiciaires, finalement la Cour européenne de justice nous a donné raison face aux autorités françaises sur ce point, et ils sont même allés plus loin puisqu'ils ont déclaré qu'effectivement le CBD ne pouvait pas être classifié comme un narcotique, que ce soit en France ou dans toute l'Union européenne, et qu'ils ont rappelé la position quand même de l'Organisation mondiale de la santé, que le CBD isolé ne semblait pas poser de problème de santé publique. Et ce qu'il faut savoir, c'est ça aussi le point technique, c'est que pour pouvoir interdire un produit, il faut une bonne raison. Et la raison principale, c'est effectivement, est-ce que ça pose un problème de santé publique? Sauf que on n'a pas démontré que le CBD pouvait poser un problème de santé publique, donc il n'y a pas de raison pour que les autorités limitent sa commercialisation. Donc c'est une victoire personnelle, et c'est vrai qu'on a eu énormément de frais judiciaires, on a investi énormément de temps pour pouvoir se défendre. On n'a jamais lâché puisqu'on pensait vraiment être dans notre bon droit, et puis également on savait que ça pouvait faire obtenir une vraie avancée réglementaire qui aujourd'hui peut bénéficier aussi à l'ensemble de l'industrie, puisque maintenant qu'officiellement le CBD n'est pas une molécule narcotique, on peut, en tout cas à ce niveau-là, investir sur cette molécule de manière plus sécurisée. On ne va pas être accusé de mettre sur le marché une drogue, puisque ce n'est pas un narcotique. Et surtout en France, ça peut débloquer toute une filière, puisque jusqu'à présent, en France, on interdit et on interdisait, et on espère que ça va changer très vite suite à cette victoire à la Cour européenne de justice, on interdisait aux agriculteurs français de récolter la fleur de chanvre dans laquelle se situe un grand nombre de CBD, et aux laboratoires français d'extraire ce CBD. Donc la France était exclue de ce développement du marché du CBD, en tout cas au niveau de la production, alors que c'est une production qui explose dans beaucoup d'autres pays, et donc c'est une vraie opportunité économique. Et enfin en France, on est quand même les premiers cultivateurs de chanvre en Europe, et on a également un vrai savoir-faire avec des laboratoires d'extraction qui sont des spécialistes mondiaux de l'extraction de principes actifs de plantes, puisqu'effectivement, on est reconnu dans le monde entier pour l'extraction de principes actifs de plantes, notamment dans l'industrie du cosmétique. Donc, ce problème du CBD comme narcotique est maintenant résolu. C'est une avancée très positive. Il y a évidemment d'autres problématiques importantes sur lesquelles il faut absolument continuer à travailler, puisque c'est une victoire, c'est un pas intéressant, mais il y a encore plein d'autres problèmes à résoudre. Et c'est pour ça qu'on est ravis d'avoir des avocats talentueux qui nous aident à faire avancer l'industrie, et des associations professionnelles comme le syndicat du chanvre qui font un super travail pour réunir toute l'industrie et qu'on puisse tous travailler ensemble et continuer à avancer pour résoudre toutes ces problématiques liées au CBD. Voilà pour une petite présentation express de l'affaire Canavap, et je te relaisse la parole, Laure. Merci beaucoup, Antonin. C'était extrêmement riche. Alors évidemment, il y a des questions. Dans le chat, Yabad nous demande, est-ce que Canavap a réussi à s'exporter? Et si oui, est-ce que vous avez rencontré d'autres problèmes ailleurs, ou c'est vraiment que des problèmes en France? Alors oui, effectivement, Canavap aujourd'hui n'existe plus, puisque face aux difficultés judiciaires, on a préféré arrêter la commercialisation. C'était très difficile après avoir investi autant d'énergie, mais c'est vrai que quand on a cette pression judiciaire
On a parfois envie de sérénité. Mais effectivement, quand on s'est lancé en France, mais également en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en tout dans plus d'une quarantaine de pays. Et en France, c'est effectivement là où on a eu le plus de difficultés, mais la réglementation est compliquée dans beaucoup d'autres pays également. Effectivement, l'Union européenne, c'est bien car il y a un travail d'uniformisation, de beaucoup de réglementation, mais sur ce type de produit, malheureusement, il n'y a pas une bonne uniformisation. Donc, c'est un marché qui est très fragmenté avec beaucoup de réglementations locales qui peuvent s'appliquer. Dans le cadre de Canavap, il y a deux niveaux de réglementation principales. Le premier, c'est effectivement la légalité du CBD et le deuxième, c'est le type de produit. Donc là, en l'occurrence, c'était une cigarette électronique. Et donc, du coup, il y a tout un ensemble de réglementations qui est parfois différente d'un pays à l'autre. Mais effectivement, la France a été le seul pays dans lequel on a dû arrêter la commercialisation du fait de cette pression judiciaire qui a été quand même très pesante, puisque quand on subit une perquisition, c'est des gendarmes qui se présentent à notre domicile à 6 heures du matin. Donc, c'est pas des expériences qui sont très agréables, et puis aussi des gardes à vue qui sont des régimes de privation de liberté pendant une journée. On nous pose plein de questions, et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a vécu que en France. Et c'est malheureusement quelque chose qui est vécu par beaucoup d'autres entrepreneurs aussi du CBD. Quand on fait face à la justice en France, il y a toutes des procédures très lourdes qui sont suivies par les gendarmes pour pouvoir réaliser leur enquête, là où dans d'autres pays, comme par exemple en Angleterre, si les autorités ont des questions et qu'a priori ce qu'on fait n'est pas forcément en dehors du cadre de la réglementation, en tout cas il y a des questions qui sont posées, souvent on va recevoir une lettre des autorités qui vont nous poser ces questions, on va pouvoir y répondre. Donc c'est des procédures qui sont assez différentes, mais on a eu des difficultés effectivement dans d'autres pays aussi. Merci. Et on salue Eric Correia qui vient d'arriver dans le live. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir rejoints. Tu passeras à la fin, mais n'hésite pas, entre-temps, si tu souhaites intervenir sur des prises de parole qui sont faites, à les commenter. J'aurais aimé avoir le retour peut-être d'Aurélien Bernard de Newsweek, toi qui commentes toute l'actualité du cannabis. Comment tu l'as reçue, cette nouvelle de l'affaire Canavap? Comment elle a été perçue par tes lecteurs? Je pense que mes lecteurs en fait étaient convaincus du fait que Antonin et Sébastien étaient dans leur bon droit et que les poursuites qu'on leur a infligées étaient innécessaires et inutiles. Donc il manquait peut-être une base légale, et encore, en tout cas, c'est attaqué sur pour des raisons fallacieuses, mais ça a confirmé la légalité de leur activité. Et effectivement, moi, ce que je vois surtout, c'est que pour les entrepreneurs, alors malheureusement, ça a un peu tordu la décision de Canavake, mais le nombre de boutiques qui ont ouvert depuis novembre, c'est assez affolant, et je pense que c'est assez révélateur de l'engouement du marché. Et je dis que ces personnes ont tordu un petit peu le jugement parce que c'est souvent des boutiques de fleurs et que le jugement ne parlait pas directement de la fleur, mais en tout cas, il peut y avoir des implications un peu liées. Mais en tout cas, ça a attiré énormément de gens. Moi, je le vois au nombre de lecteurs qui continue d'augmenter avec les années, mais aussi au nombre de boutiques qui n'arrêtent pas de s'ouvrir. À Paris, je crois qu'on est rendu à au moins 150 entre Paris et Petite Couronne. C'est assez incroyable. Le compte est dur à suivre dans toute la France. Oui, donc il y a encore un peu de travail sur la partie réglementaire. Tu soulignais, Antonin, que tout n'était pas joué, qu'il y avait encore quand même quelques petits nœuds qui empêchaient les entrepreneurs de travailler de manière assez libre. Tu pensais à quoi notamment? Alors déjà, le premier point, c'est qu'effectivement, la réglementation en France n'a pas encore évolué. Donc, il faut effectivement une évolution réglementaire pour vraiment clarifier ce qui est possible de faire en France. Et deuxièmement, il y a effectivement encore beaucoup de problématiques par rapport à la commercialisation de produits au CBD. Ça va être des problématiques qui vont vraiment être caractérisées en fonction du type de produit qu'on fait. Il y a des catégories qui sont importantes, principales. Et aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de boutiques de CBD qui s'ouvrent et qui revendent de la fleur de CBD. Effectivement, la Cour européenne de justice n'a pas du tout évoqué la légalité de la fleur comme un produit fini. Il y a des problématiques aussi liées à la présence effectivement de THC dans les produits finis, puisqu'effectivement il n'y a pas encore de niveaux qui ont été définis précisément par les autorités compétentes. Il n'y a même pas finalement de laboratoire certifié en France
qu'on peut utiliser en tant qu'entrepreneur pour garantir la conformité de nos produits. Gilles tout à l'heure parlait effectivement des contrôles anti-drogue sur la route. En consommant des produits au CBD qui peuvent contenir un petit peu de THC, est-ce que ces tests-là vont révéler la présence de THC dans le corps des conducteurs qui, même si cette présence de THC n'a pas d'effet nocif par rapport à la conduite, va quand même faire poser des soucis réglementaires pour ces conducteurs-là. Donc c'est vrai qu'il y a encore un ensemble de problématiques vraiment importantes à clarifier, à résoudre, pour vraiment, d'une part, garantir la sécurité des utilisateurs de CBD en France, puisqu'on veut vraiment, avant tout, pouvoir faire un cadre réglementaire qui garantit des produits de qualité, accessibles au plus grand nombre, et des produits qui, effectivement, ne posent pas de soucis quand on va prendre le volant, ou quand on va travailler dans une profession réglementée où on a des tests anti-drogue qui peuvent être réalisés. Et d'autre part, la sécurité des entrepreneurs français ou des agriculteurs qui cultivent du chanvre, qui extraient du CBD, qui fabriquent des produits ou qui les revendent. Donc aujourd'hui, il manque vraiment une clarité par rapport à cette réglementation qui permet de sécuriser le marché à la fois du côté des utilisateurs que des professionnels. C'est très clair. On a encore du pain sur la planche. On le verra juste après avec Gilles Boin, un petit peu un tour d'horizon de la réglementation. Mais juste avant, j'aimerais faire intervenir Aurélien Delecroix. Donc, on va parler avec Aurélien, qui est président du syndicat professionnel du chanvre, des entrepreneurs qui sont actuellement sur le marché et des quelques chiffres clés pour que tout le monde prenne bien possession de ce qu'est le CBD en France. À toi, Aurélien. Merci Laure, merci pour l'organisation de cette petite visio. Alors, très rapidement, moi je vais reprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le syndicat. Le syndicat aujourd'hui, c'est 100 membres actifs et on représente toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a à la fois des agriculteurs, des transformateurs, des fabricants de produits, des commerçants et des distributeurs. Donc on essaye de comprendre le mieux possible les attentes des uns et des autres. Et je pense que le contexte actuel a bien été abordé avant, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire Canavap et à partir de juin 2018, il y avait cette note de la Mildeca qu'on n'a peut-être pas évoquée, mais qui interdisait en fait la commercialisation de produits CBD issus de la plante. Donc c'est d'ailleurs l'origine de la création du syndicat avec Antonin et avec toi alors notamment. L'idée, c'était effectivement de pousser les autorités à changer d'avis sur la question. Ce qu'on a pu constater, c'est que malgré le fait qu'on ait pu leur produire dès 2018, début 2019, une analyse légale assez conséquente sur le fait qu'a priori leur position était inconventionnelle au regard du droit européen, c'est-à-dire qu'elle n'était pas conforme, hein, tout simplement au droit européen. Les autorités ont mis, et c'est là que je vais avancer le chiffre de presque 3 ans, à évoluer sur la question. Ils n'ont pas encore évolué sur la question, mais en tout cas, on a perdu déjà plus de 2 années. Alors que nous, dès 2018, on avait dit aux autorités que ce n'était pas tenable, que leur position n'était pas tenable, que du droit européen, on ne pouvait pas interdire le CBD issu de la plante. Et donc, depuis 2019, effectivement, la France a continué à accumuler du retard sur la question. Si on compare effectivement ça à d'autres pays, qu'ils soient européens ou extra-européens, comme en Amérique du Nord, et comme l'a rappelé Aurélien Bernard, on a d'autres marchés très, très dynamiques. Aujourd'hui, donc après ce bref rappel du contexte, et qu'est-ce qui a motivé en fait la création du syndicat, donc c'était à la fois ce changement d'optique de la part des autorités, et on a vraiment œuvré notamment avec cette information auprès de nos politiques, et qui a abouti avec la création de la mission d'information parlementaire, donc qui a rendu son rapport il y a quelques mois maintenant, donc après Canavap, et qui a fait des recommandations très claires et qu'on appelle effectivement les autorités à suivre, puisque on estime qu'avec l'expertise que la mission d'information parlementaire a accumulée, ce sont des recommandations de bon sens qui permettraient l'émergence d'une filière CBD, chanvre bien-être, assez dynamique en France. Mais nous, des échos qu'on a, alors on a assez peu d'échos, et c'est d'ailleurs ce qu'on dénonce, on a assez peu de visibilité par rapport
à la réécriture de l'arrêté de 90. Donc l'arrêté de 90, c'est l'arrêté en fait qui réglemente la culture du chanvre en France. Et nous, on est sceptiques, voire un petit peu angoissé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui filtre. Et même les députés donc, de la mission d'information parlementaire qui ont essayé d'obtenir un certain nombre d'informations auprès de la MILDECA. Donc la MILDECA, ça fait beaucoup de termes et d'acronymes, mais la MILDECA, c'est la mission la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les addictions, donc comment dire, qui coordonne un petit peu les travaux autour de la réécriture de l'arrêté de 90. Ils n'ont pas réussi à obtenir des informations claires. Or, comme on l'a déjà mentionné, il y a un véritable engouement aujourd'hui pour ce secteur du CBD et un fort engouement notamment de la part des agriculteurs. On sait que l'interprofession du chanvre, interchanvre, s'il y a des questions, il y aura peut-être des questions après, parce que je vais peut-être en perdre certains d'entre vous, mais l'interprofession, donc, qui représente la filière industrielle du chanvre existante, a appelé les agriculteurs à de la prudence, enfin à ne pas se lancer. Mais aujourd'hui, il y a des agriculteurs, ça fait 3 ans, il y a des entrepreneurs, ça fait déjà de nombreuses années qu'ils attendent pour se lancer sur ce secteur. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est avoir de la visibilité, savoir où est-ce qu'on va aller, pour que justement qu'il n'y ait pas trop de déçus, parce que suivant les modalités que va prendre cette réglementation, il y a des gens qui vont partir dans des sens qui ne seront pas forcément validés par la suite d'un point de vue réglementaire. Donc il ne faut pas qu'ils perdent du temps, il ne faut pas qu'ils perdent de l'argent. Du temps et de l'argent, il y a déjà beaucoup trop d'entrepreneurs, à l'instar d'Antonin, qui en ont perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut une filière chanvre CBD qui soit dynamique, mais à la fois aussi sécurisée et encadrée, parce que le SPC, donc le syndicat professionnel du chanvre que je représente, ne veut pas que ça soit le Far West. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'une filière sécurisée, encadrée, est tout à fait compatible avec une filière dynamique et vertueuse. Voilà ce qu'on prône. Et on n'a pas envie que les recommandations qui soient faites par rapport à la modification de l'arrêté de 90 soient trop restrictives. On entend parler, il y a des bruits de couloir qui diraient que par exemple seul le CBD isolat pourrait être autorisé, que la fleur par exemple ne serait pas autorisée. Voilà, ce sont des petites fuites, mais il n'y a rien vraiment de très concret. Mais on en saura plus a priori dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, parce qu'il y a justement une réunion interministérielle qui se réunit cette semaine. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que par exemple, interdire la fleur, ça serait une erreur. Alors, il y a des difficultés avec la fleur parce que c'est compliqué de la distinguer d'un produit stupéfiant, certes. Mais nous, on fait des propositions sur de la certification, sur des licences de distribution qui permettraient justement d'avoir une traçabilité parfaite de ces produits-là, et de pas venir notamment perturber le travail des forces de l'ordre pour être sûr que quand ils contrôlent de la marchandise, ils soient en face soit d'un produit autorisé, soit d'un produit qui est légal. Donc il y a des difficultés, mais il y a aussi, on est aussi force de proposition et on montre que c'est tout à fait possible. Mais ne pas autoriser la fleur, ça serait à la fois une vraie problématique pour les agriculteurs qui veulent se lancer, puisque c'est le produit agricole le plus simple, qui n'a pas besoin de transformation. Et ça serait aussi une erreur parce que, quelque part, il y a déjà plusieurs avocats qui vont, si on n'autorise pas la fleur, poser une question préjudicielle à la CJE, comme dans le cadre des produits finis Canavap, comme dans l'arrêt Canavap, c'est une question préjudicielle des juges français à la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne, on estime qu'il y a de fortes chances qu'elle réponde la même chose, puisque la Belgique et le Luxembourg notamment ont déjà catégorisé ces produits comme étant légaux. Ils les ont catégorisés comme autres produits du tabac. Alors ça, il reste à savoir si c'est une bonne chose de les avoir catégorisés comme tels ou pas. Mais ces produits, ils ont déjà une base légale sur le territoire européen. Donc si aujourd'hui, les autorités sont trop frileuses et décident comme en 2018, de ne pas prendre le taureau par les cornes et tout simplement de bannir les fleurs CBD, on va se retrouver dans le même flou. Pour le consommateur, ça va être une vraie problématique parce que aujourd'hui, c'est très très compliqué de savoir comment les fleurs de CBD sont produites. Il y a très peu de visibilité pour le consommateur et nous, on estime qu'il faut surtout éviter que la situation se reproduise et qu'on n'ait aucune info sur ce qui va être mis sur le marché. Alors, je suis un petit peu bavard, mais je finis avec quelques chiffres. Il m'a demandé quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est 400 boutiques déjà qui ont ouvert
Et ça, on estime que ça revitalise notamment les hypercentres, notamment en région où j'habite, parce que en plus avec le Covid et le contexte sanitaire, il y a de moins en moins de passages en centre-ville, donc on est vraiment pour le développement de ces boutiques, mais pareil, il faut un encadrement, ça c'est évident. Et quelques autres chiffres, 9 variétés seulement au catalogue français, nous on est pour un élargissement de ces variétés du catalogue français à toutes les variétés au catalogue européen, c'est 75 variétés, beaucoup plus intéressantes en matière de CBD, parce que sur toutes les variétés au catalogue français, quasiment toutes sont monoïques, c'est-à-dire il y a mâle et femelle sur le même pied, donc on peut très difficilement avoir des beaux taux de CBD et des belles fleurs de CBD. Donc il faut qu'on puisse avoir accès à toutes ces variétés au catalogue européen. Et dernière chose, passer à minima du 0,2% de THC au 0,3% de THC, c'est mon dernier chiffre, et après je te repasse la parole à Laure, puisque en passant de 0,2 à 0,3, on voit qu'aux États-Unis, à 0,3% de THC, ils arrivent à 15% de CBD. 15% de CBD sur des variétés qui ont été développées aux États-Unis. Et ça, c'est plutôt, il faut qu'on arrive à ces taux de CBD pour avoir une bonne rentabilité à l'extraction et puis des belles fleurs de CBD en France. Naturel, voilà, naturel. Je te repasse la parole, Laure, j'espère que je n'ai pas fait trop long. Non, c'est extrêmement clair. Tu as souligné l'opacité d'un point de vue politique, qu'il était difficile d'avoir des informations de la Mildeca. Est-ce que Eric Correia, qui nous a rejoint, est-ce que tu peux nous toucher un mot là-dessus? Est-ce que toi, tu as des informations peut-être qui te sont données? Comment ça se fait que c'est si opaque et que même les députés de la mission d'information cannabis ont du mal à avoir des infos? Non, j'ai pas d'informations tout de suite. Demain, je suis à Paris justement parce que j'en profite. Il y a une émission spéciale après vous ce soir. Demain, il y a toute une journée sur Radio Nova et je suis à un plateau avec Joanie Chatou 17-19. Donc, n'hésitez pas à écouter Radio Nova demain. Et en même temps, j'en profite pour avoir quelques rendez-vous, y compris avec des gens qui sont des cabinets ministériels et voire présidentiels pour voir comment on peut essayer d'avoir quelques infos fraîches. On a des infos, bon, Aurélien a résumé les choses. C'est quand même d'une opacité. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être un progrès, en fait, ou si ça ne va pas être un progrès. Nous, ça fait quand même des années, ça fait 3 ans qu'on réclame la possibilité de pouvoir transformer la fleur. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va y arriver, encore une fois. Alors, malgré le fait que certains nous disent oui, c'est en bonne voie, etc. Mais concrètement, quand on voit la première mouture du projet de décret, d'arrêté, enfin, bon, bref, on a de quoi être inquiet. Donc là-dessus, c'était relayé sur Newsweek, c'était relayé par plein d'autres, effectivement, où tout le monde pose les bonnes questions. Aujourd'hui, on n'est absolument pas rassuré. Je rappelle que, quand même, quand on lit l'interview du président de la République aujourd'hui dans le Figaro et qu'on se pose ces questions-là, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi vraiment être inquiet. Ce pays de réac, parce qu'on en est là, voilà. Bon, on ne va pas lâcher l'affaire, bien sûr. Chacun dans son espace, qu'il soit médiatique, qu'il soit militant, qu'il soit aussi politique, et qu'il croit dans ces molécules-là et la possibilité de pouvoir transformer le cannabis et d'en faire effectivement soit du médicament, soit du bien-être, soit éventuellement d'autres choses. On ne va pas lâcher, mais c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Effectivement, il y a une opacité. Il y a d'autres combats, quand j'écoute effectivement Aurélien, qui est l'interprofession du chanvre aujourd'hui, il veut dissuader le monde agricole. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi, parce que si c'est libéraliser la fleur et créer une nouvelle filière industrielle, économique, agricole en France, et que ça bénéficie à des grands groupes demain, c'est pas la peine. Si c'est pour faire ça, à la limite, c'est pas la peine. Donc il y a plein d'enjeux qui se jouent avec des choses qui sont dégueulasses, y compris d'un côté des professionnels, pas seulement politiques, là, pour le coup. Donc j'espère qu'on va pouvoir arriver à lutter contre tout ça. Mais j'ai pas plus d'infos, j'espère que j'en saurai plus demain soir. Merci beaucoup, Eric. Tout à l'heure, avant que tu arrives, Aurélien Bernard nous faisait un horizon international et je lui demandais, mais pourquoi ça prend plus de temps ici? Sa réponse était, je ne sais pas, et peut-être que tu nous as donné la réponse. C'est le côté réactionnaire, finalement. Et oui, mais relisez l'interview de Macron, je ne l'ai pas lu complètement, mais je ne sais pas, Aurélien, c'est édifiant. C'est édifiant. On est en campagne présidentielle, c'est parti. Il faut récupérer des voix, excusez-moi, je suis cash, mais il faut récupérer des voix à droite et à l'extrême droite. On sait que ces gens-là sont plutôt prohibitionnistes et ils ne sont pas capables, même si la mission d'études parlementaires était présidée par un député LR. Donc, il y en a aussi qui ont une certaine clairvoyance et qui ont leur position, mais qui n'hésitent pas à discuter, à ouvrir,
à s'interroger par rapport à tout ça. Mais malgré tout, aujourd'hui, l'obscurantisme est de mise en France. Le côté obscurantiste et réac est de mise et il y a encore un travail énorme. Donc, bon, on va pas lâcher. Je préfère être du côté des forces de progrès, et du côté de l'humain, je vais dire. Mais putain, c'est dur, hein. Très compliqué. Merci, on reviendra avec toi sur la fin du live avec une note d'espoir, j'espère. En attendant, j'aimerais Mais oui, rebondir il faut, sur... mais on peut pas laisser ce pays, on ne peut pas laisser ce pays avec ces mecs-là, quoi. Ouais. Dans cette ambiance-là. Voilà. La solution, c'est J'en ai changer plein de dans le même politique. panier, hein. Tant qu'on Bon, est voilà, je sur suis désolé, je peux ouais. pas vous apporter plus d'infos parce que je n'en ai pas. Ben, on comprend, on n'en a pas beaucoup plus non plus. Là où quand même on a des infos et j'aimerais qu'on éclaircisse un petit peu, c'est cette question réglementaire. Voilà, Aurélien a mis sur le tapis plusieurs sujets, Antonin Cohen également. Est-ce que Gilles Boin, on va te passer la parole. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ce que sont le novel food, le co-sign, ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire? Je te laisse sur cette minute juridique. Merci Laure, et puis merci pour cette initiative. Ça fait plaisir de se retrouver un an après avec les Frenchies du cannabis. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la réglementation et sur le droit. Juste ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est un droit en construction. Le cannabis, le CBD, c'est grosso modo un produit réglementé et il y a plein de lois qui vont venir régir la composition du produit, l'étiquetage, la manière dont on peut le cultiver, l'extraire. Et en fait, il y avait deux grandes étapes. Il y avait deux, si je schématise, il y a deux gros blocs réglementaires. Un des premiers blocs, une des premières questions, c'est est-ce que le CBD c'est un stupéfiant ou pas? Et Antonin l'a très bien dit, ça c'est quelque chose qui a été clarifié. Pour le CBD, donc ce qui est extrait de la plante et de la fleur, c'est pas encore totalement clarifié pour la fleur elle-même. Donc ça c'est déjà une première chose à comprendre. Mais en tout cas, c'était un pas considérable parce que dès lors qu'on avait encore un doute de savoir si le CBD c'était un stupéfiant ou pas, on ne pouvait même pas rentrer dans les deuxièmes questions, dans le deuxième bloc. Ce deuxième bloc réglementaire, c'est en fait des réglementations fortes qui existent surtout en Europe et qui vont régir les produits. Et là, ça va dépendre de pourquoi on utilise le produit. Est-ce qu'on l'utilise pour le manger? Donc, est-ce que par exemple c'est de l'huile sublinguale pour manger? Dans ce cas-là, ça rentre dans la législation alimentaire avec des règles dont le novel food dont je vais parler. Si c'est plutôt un produit pour mettre sur la peau, c'est un cosmétique. Et là, on a des règles différentes et c'est le causing dont tu as parlé. Et puis, on peut avoir d'autres utilisations, notamment si on va revendiquer une finalité médicale, si on ne serait-ce tout simplement de l'écrire, par exemple d'écrire qu'il y a des propriétés médicales, ça fait tomber le produit dans le domaine des médicaments, voire du médicament par présentation. Et si on n'a pas d'AMM, c'est un délit pénal. Alors tout ça, pourquoi en plus c'est un peu compliqué en France, c'est que grosso modo, manquer à la réglementation en France, c'est un délit pénal. Donc en fait, si on a par exemple un étiquetage ou une composition qui n'est pas conforme, on peut se retrouver au tribunal. Et moi, j'ai défendu plein d'acteurs qui se sont retrouvés au tribunal pour des questions, pour des sujets liés au CBD. Alors, le novel food, en fait, le principe, c'est de dire, c'est une réglementation qui est européenne, qui est ancienne, elle date de 1997, et elle ne s'applique pas qu'au CBD. Elle s'applique à tout type de produits, les compléments alimentaires, les nouvelles plantes qui arrivent de l'étranger. L'idée, c'est que tout ce qui n'a pas été consommé de manière significative en Europe avant 1997, il faut une sorte de mini AMM. Donc une mini AMM, c'est un dossier scientifique où on va montrer la sécurité du produit et ensuite on a une autorisation de la Commission européenne. Mais c'est un processus long, ça prend au minimum 2 ans et aussi c'est un processus qui coûte cher parce qu'il faut des experts scientifiques pour produire des études cliniques, de la donnée, etc. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que les autorités au niveau européen et au niveau français considèrent que le CBD, dans sa globalité, c'est un nouvel aliment et qu'en fait, on ne peut pas le mettre sur le marché tant qu'il n'a pas cette autorisation-là. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a beaucoup de débats juridiques dessus.
sur est-ce que l'Europe, qui il y a quelque temps considérait que le CBD a des teneurs qu'on trouve dans la plante n'était pas novel food et tout d'un coup elle change, est-ce qu'il n'y a pas un problème de sécurité juridique? Quand on sait que il y a quand même de la donnée sur le fait que les gens ont mangé du chanvre pendant longtemps, même s'il y a une petite période, je dirais, de blanc, parce que c'était plutôt considéré comme un stupéfiant, mais quand on regarde des recettes anciennes, les gens ont mangé du chanvre dans l'alimentation courante, donc ils ont forcément mangé du CBD. Il reste qu'aujourd'hui, on a ce blocage réglementaire. Et c'est un vrai problème de sécurité juridique pour les opérateurs, parce qu'aujourd'hui, la manière dont le présentent les autorités, c'est un peu qui tout double, quoi. C'est soit vous avez une autorisation novel food, soit ça ne peut pas être sur le marché. Donc, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Il y a aussi pas mal d'incompréhension pour deux choses. La première, c'est qu'en fait, quand on parle de CBD, il faut savoir de quoi on parle. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on utilise le mot pour désigner plein de choses, mais en fait, la fleur, c'est pas pareil qu'un extrait de chanvre, et dans des extraits de chanvre, il y en a qui sont plus ou moins purifiés. C'est-à-dire qu'on peut avoir du CBD qui est quasiment purifié à 100%, qui va par exemple, se présenter sous forme de cristaux. Et puis, on va avoir des extraits qui sont un peu moins standardisés, où il va y avoir du CBD, d'autres composants, peut-être un petit peu d'acide gras, etc. Et ces produits-là, techniquement et réglementairement, ils ne vont peut-être pas s'appréhender de la même manière. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on entend beaucoup, oui, mais la France a une position stricte sur le CBD par rapport à d'autres pays, etc. Le novel food, c'est une législation européenne. Donc théoriquement, tous les États sont soumis à la même règle. La différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des administrations, il y a des pays qui sont un peu plus souples que d'autres, et on a l'impression qu'il y a des marchés qui sont beaucoup plus ouverts par rapport à la France, mais en tout cas, théoriquement, tout le monde est soumis à la même règle. Donc pour l'alimentaire, ça reste quand même assez compliqué. En revanche, il y a eu une avancée importante sur les cosmétiques, c'est qu'en fait, sur les cosmétiques, on a déjà une liste de substances qui sont interdites, et dans les substances qui sont interdites, il y a les stupéfiants. Mais dès lors qu'on a dit que le CBD n'était plus un stupéfiant, il n'a plus lieu d'être interdit dans les cosmétiques. Et il n'y a pas longtemps, la Commission européenne elle a changé le répertoire des ingrédients cosmétiques, donc qui s'appelle le COSING, Co pour cosmétique, COS pour cosmétique et ING pour ingrédients, et a indiqué que le CBD naturel était autorisé dans les cosmétiques. Alors c'est vrai qu'elle parlait plutôt du CBD issu des feuilles, mais en fait la manière dont est rédigé le COSING, ça ouvre aussi la possibilité pour le CBD ou à partir de la fleur. Donc il y a quand même une ouverture qui est beaucoup plus forte sur le cosmétique par rapport au novel food. Mais surtout tout ça, si on veut utiliser du CBD, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut l'extraire. Et en fait, comme ça a été expliqué, la législation française aujourd'hui, elle considère encore que la fleur de chanvre n'est pas autorisée. Alors oui, il y a des arguments dans l'affaire Canavap pour dire ce qui a été jugé pour le CBD, ça devrait s'appliquer à la fleur. Mais formellement, tant que l'arrêté de 90 n'a pas été changé, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de la fleur en France pour faire de l'extraction de CBD en France et pouvoir l'utiliser dans des produits en France. Donc on a pas mal de cas où des entrepreneurs vont se fournir dans d'autres pays, comme c'était le cas du CBD d'Antonin en République tchèque, parce que ça peut être extrait légalement là-bas, et puis du coup, on fait jouer la libre circulation des marchandises. Alors il y a plein de choses qui peuvent paraître incompréhensibles pour des acteurs des entrepreneurs qui se lancent dans le business, mais tout ça, c'est des principes juridiques qui existent depuis longtemps. La libre circulation des marchandises, ça existe depuis longtemps. Et malheureusement, par exemple, les autorités françaises considèrent parfois qu'elles peuvent être plus strictes pour leurs propres entrepreneurs. Donc ça s'appelle la discrimination à rebours. Et ça, on a du mal à le comprendre. On se dit, mais pourquoi on ne peut pas faire en France, alors que si ça vient d'un autre pays européen, on peut le faire. Alors pour terminer, moi j'ai juste un point, c'est que ça reste un domaine où l'environnement réglementaire il est compliqué. C'est pas impossible c'est pas impossible de faire des choses, mais ça reste compliqué. Et quand c'est compliqué, la connaissance, l'information, c'est important. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui circulent, il y a des communautés, il y a quand même pas mal d'échanges, et je trouve que les gens sont bien au courant de la réglementation. Mais j'encourage vraiment à ne pas négliger cet aspect-là quand on se lance dans le business, parce que ça peut être clé pour
gagner du temps, éviter parfois de dépenser de l'énergie, et puis aussi pour rassurer les consommateurs sur la conformité et la sécurité des produits. Voilà, je te repasse la parole et je suis disponible pour répondre à des questions, bien évidemment. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour ce panorama assez complet. Quand je repense à l'interview qu'on a fait l'année dernière, finalement, à part la mention sur l'affaire Canavap, j'ai l'impression que c'est statu quo. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont évolué sur un an ou vraiment rien n'a bougé? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Déjà, il y a quand même maintenant un nombre très important de relax en France sur des dossiers de CBD, de fleurs. Enfin, on pouvait penser qu'avec l'arrêt Canavap, tout allait s'ouvrir. Moi, j'ai plaidé des dossiers depuis Canavap et j'ai été surpris de voir qu'il y avait des juges qui ne le connaissaient même pas. J'ai fait des gardes à vue après Canavap, j'ai dû apprendre aux policiers qu'il y avait eu l'arrêt Canavap. Et depuis Canavap, il y a quand même plein de relax, il y en a de plus en plus, et ça c'est une très bonne chose. La deuxième, c'est que l'Europe, elle avait mis en suspens tout l'examen des demandes novel food parce qu'il se posait la question de savoir si le CBD c'était un stupéfiant ou pas. Donc depuis Canavap, ces examens ont repris et on voit, moi j'ai le sentiment, j'ai eu des échanges avec l'unité novel food à la Commission européenne, et j'ai le sentiment qu'en fait, ils regardent quand même de manière un peu plus fine le chanvre et le CBD. C'est-à-dire qu'ils sont quand même en train de se rendre compte qu'il y a un historique de consommation sur les feuilles de chanvre, peut-être sur la fleur de chanvre, et que du coup, tous les extraits qui contiennent du CBD devraient peut-être pas être traités de la même manière. Ça, malheureusement, c'est un processus qui va prendre du temps. Moi, je l'ai vu dans d'autres secteurs où il y avait des extraits de plantes. La botanique, scientifiquement, c'est quand même quelque chose de compliqué et ça se retrouve en réglementation. Mais en tout cas, il y a quand même des avancées. Ça avance petit à petit, ça avance lentement, mais il y a quand même des avancées et c'est des avancées fortes. Merci. Mais du coup, c'est vrai que là, on a tendance à discuter un peu entre spécialistes du sujet. Et quand je regarde dans le chat les questions, quelqu'un me dit, mais est-ce que j'ai le droit de boire une infusion au CBD du coup? Quel est l'impact pour les consommateurs de toute cette réglementation? Ah, l'impact, c'est qu'en fait, c'est un peu le flou pour tout le monde. C'est un peu le flou pour les entrepreneurs et ça peut être le flou pour les consommateurs, bien qu'ils se disent si c'est légalement vendu, c'est que ça va. Il y a quand même des sujets sur la qualité des produits en fonction de d'où ça vient, la qualité de la fleur, la qualité des extraits, c'est quand même pas toujours pareil. Et c'est vrai que des règles claires pour les entrepreneurs, ça permettrait finalement de distinguer ceux qui travaillent bien de ceux qui travaillent moins bien. Ça, ce serait vraiment important. Puis il y a aussi quand même la question des résidus de THC. Enfin, même si les fleurs qui peuvent être légalement vendues, elles ont moins de 0,2% de THC, ça peut jouer, comme disait Antonin, ça peut jouer sur des contrôles pour des personnes qui ont des professions réglementées. Ça peut jouer sur une analyse d'urine si on conduit parce que ça va réagir à quasiment rien de THC. Donc voilà, je dirais que ça reste du flou qu'il faudrait quand même clarifier pour tout le monde. Ok. Et il y a un flou qui reste encore aujourd'hui très présent, c'est la différence entre le médical et le bien-être. Il y a une expérimentation médicale qui est en cours et que j'aimerais qu'on aborde avec toi, Pascal. Donc, Pascal Douek, qui est médecin, je vais te laisser la parole pour déjà nous parler de ton livre, Le cannabis médical, une chance, puisque pour toi, c'est vraiment une chance, et nous expliquer ce qui est en train de se passer sur cette commission scientifique pour le cannabis médical. Bien, alors je vais vous parler donc du cannabis médical et plus particulièrement de l'expérimentation. Alors, l'expérimentation, elle a été définie, pour rappel, en 2019, lorsqu'elle a été d'abord recommandée par le comité scientifique pour lequel j'étais partie prenante de ce comité et lorsqu'elle a été votée en octobre 2019 à l'Assemblée nationale. Donc, on avait le sentiment à ce moment-là qu'un grand pas avait été franchi puisque pour la première fois, on autorisait l'utilisation dans un cadre bien particulier, mais du cannabis pour soulager un certain nombre de patients. Donc cette expérimentation, elle a été
initialement planifiée pour juin 2020, et puis elle a été, compte tenu des événements notamment du Covid, de la crise sanitaire, elle a été repoussée en septembre 2020, puis elle a été repoussée en janvier 2021. Et là, on s'est quand même tous inquiétés parce qu'on s'est dit on va dans le mur et finalement cette expérimentation ne verra jamais le jour. Donc il y a eu effectivement de nombreuses pressions qui ont eu lieu. Il y a une tribune qui a réuni tous les experts scientifiques, toutes les associations de patients, toutes les personnalités qui étaient impliquées dans le monde du cannabis. Et en octobre 2020, on a enfin vu la parution du décret permettant effectivement de donner le feu vert à cette expérimentation et avec un timing qui était mars 2021. Voilà, donc cette expérimentation, pour vous redonner un peu les contours de cette expérimentation, elle concerne 3000 patients. Alors on peut bien sûr discuter sur ce chiffre de 3000 patients en se disant 3000 patients, c'est pas beaucoup au regard des estimations qui donnent à peu près entre 300 000 à 1 million de personnes, de patients qui seraient éligibles à un soulagement par du cannabis médical, mais en tout cas, c'est ce qu'a défini l'expérimentation. Et puis, 5 situations cliniques ont été précisées dans lesquelles, effectivement, peuvent entrer les patients qui vont être sélectionnés. Donc, rapidement, ces 5 situations cliniques, ce sont les douleurs neuropathiques, c'est la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques, ce sont certaines formes d'épilepsie sévère, certains symptômes consécutifs aux chimiothérapies anticancéreuses et enfin les soins palliatifs. Donc, 3000 patients qui ont été, qui sont le cadre chez lesquels va porter cette expérimentation, avec pour tous ces patients des patients qui sont dans une situation de sévérité et surtout en impasse thérapeutique, c'est-à-dire que tous les médicaments existants ou tous les traitements possibles, qu'ils soient médicamenteux ou non, ont été essayés et ont échoué, soit parce qu'ils n'étaient plus efficaces, soit parce qu'ils étaient mal tolérés. Donc, vous voyez, on est quand même chez des patients qui sont dans une situation assez sévère. Donc, 2021, c'est là effectivement où les choses se sont vraiment accélérées. En 2021, ont été formés les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, au cannabis médical. Je fais juste une parenthèse. Moi, je suis médecin. Quand j'étais à la faculté, je n'ai appris le cannabis que comme un stupéfiant, comme une drogue, comme un toxique, jamais comme étant une substance qui pouvait soulager des malades. Donc la formation, elle est essentielle pour les médecins et les pharmaciens pour leur redonner effectivement ce nouveau regard sur le cannabis médical et pour qu'ils soient proactifs dans la prescription et dans la sélection des malades qu'ils vont inclure dans cette expérimentation. Donc ça, c'est la première étape qui a eu lieu en début d'année. La deuxième étape, ça a été la sélection de fournisseurs de cannabis médical. Donc, pour information, il y a plusieurs fournisseurs de cannabis médical qui sont tous des fournisseurs étrangers. On reparlera, et je laisserai la parole à Eric tout à l'heure pour reparler effectivement de ce point et de ce qu'il en est en termes d'avenir sur la création d'une filière française. Et puis, le troisième point, ça a été l'identification des centres. Il y a 215 centres hospitaliers qui ont été habilités à prescrire du cannabis médical. Et ces 215 centres ont, pendant le courant du mois de février et du mois de mars, sélectionné les patients. L'expérimentation a démarré puisque fin mars, ça a été le feu vert. Et peut-être que vous l'avez suivi, puisque Olivier Véran s'est rendu dans un hôpital de Clermont-Ferrand pour le lancement de cette expérimentation. Donc, il y a eu effectivement une médiatisation de cette expérimentation. En tout cas, le feu vert a été donné. Il y a des patients aujourd'hui qui ont du cannabis médical et cette expérimentation va durer pendant 2 ans. Pendant 2 ans, pendant laquelle on va observer comment cette expérimentation se déroule, c'est-à-dire est-ce que les médecins prescrivent, c'est pas quelque chose d'acquis parce qu'encore une fois, les médecins ont toujours eu un regard, on va dire, le côté caché du cannabis qui était vraiment le côté drogue. Est-ce que les médecins prescrivent? Est-ce que les pharmaciens délivrent? Est-ce que les patients qui sont inclus dans l'expérimentation supportent bien le traitement? Est-ce qu'ils le poursuivent? Est-ce qu'ils ont effectivement un soulagement ou pas? Donc ces 2 années vont être essentielles pour pouvoir observer, évaluer
quel est l'impact de cette expérimentation sur ces 3000 malades. Voilà. Et donc, là maintenant, on rentre dans la phase qui est la phase de demain. C'est-à-dire que c'est là où c'est vraiment clé. Comment on va pouvoir apporter des conclusions au gouvernement. Ça va être en 2022, c'est à la fin 2022 qu'on aura effectivement les premiers retours sur ce registre qui sera mis en place. Et l'objectif, et ce que l'on peut espérer, c'est que cette expérimentation puisse être dans un second temps étendue, parce qu'on va avoir 3000 patients qui auront été traités, qu'on peut espérer être soulagés par ce cannabis médical. Qu'est-ce que l'on fait de ces 3000 patients à l'issue de l'expérimentation? Je vous rappelle qu'elle a été votée pour 2 ans, que pendant ces 2 années, les patients reçoivent gratuitement du cannabis médical. Ça aussi, c'est une avancée, cette expérimentation. Donc, que vont devenir ces 3000 patients? Et surtout, encore une fois, c'est 300 000 à 1 million de malades qui seraient éligibles à l'expérimentation. Est-ce qu'ils pourront, à l'issue de l'expérimentation, bénéficier ou non du cannabis médical? Donc, il y a des véritables enjeux sur le nombre de malades, sur les indications. 5 situations cliniques ont été arrêtées jusqu'à présent, mais il y en a beaucoup d'autres quand on regarde les pays qui ont autorisé le cannabis médical, comme l'Israël, comme les Pays-Bas, comme l'Angleterre et comme l'Allemagne, quand Aurélien citait l'Allemagne comme un pays référent. Il n'y a pas que ces 5 indications qui ont été effectivement reconnues. Donc, on peut espérer que dans un second temps, effectivement, il y aura une ouverture plus large. En tout cas, c'est vraiment l'enjeu de cette expérimentation. Et puis, il y a un deuxième enjeu, c'est qu'on a ouvert la porte à des industriels du cannabis qui sont des industriels étrangers. Ce sont des gens du Canada, ce sont des Européens, ce sont des Australiens qui ont été donc appelés pour fournir le cannabis médical. Qu'est-ce qu'il va devenir effectivement de cette expérimentation demain? Est-ce que ce ne sera pas aussi l'opportunité pour créer une filière française de cannabis médical? C'est ce que je pense de nombreux départements attendent, de nombreux agriculteurs espèrent, de pouvoir faire partie de cette deuxième phase de l'expérimentation et que ces 2 années soient l'occasion pour que cette filière puisse se structurer et être prête à pouvoir prendre le relais dans un second temps. Voilà, Laure, je repasse la main. Merci Pascal, merci pour ce tour de raison. On voit quand même que ça a bougé sur l'année 2020. Je vois que Aurélien Delcroix avait une question pour toi. Aurélien? Oui, Pascal, une petite question. Je pense que tu as certainement eu l'occasion de le voir, mais j'ai vu une tribune, notamment de Nicolas Autier, que je respecte par ailleurs pour tout son engagement et tout le travail qu'il a fait avec le CFT, donc le comité scientifique temporaire, qui était un préalable en fait à l'expérimentation sur le cannabis médical, mais tribune du coup qui tire un peu à le boulet rouge justement sur le CBD bien-être, sur les revendeurs, etc. Alors même si personnellement je partage le constat que c'est un peu le Far West, que c'est dur de comment dire, de s'assurer de la qualité des produits, etc. Il y a aussi 2 choses, à mon sens, qui sont importantes à souligner, c'est que le CBD, effectivement, c'est un produit qui peut être un médicament à certains dosages, mais qui, comme n'importe quelle vitamine, peut être aussi classé comme un complément alimentaire en deçà d'un certain dosage. Donc, je ne vois pas vraiment où est la problématique de commercialiser du CBD en tant que complément alimentaire. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'expérimentation ne concerne que 3000 patients et qu'il y a encore des gens qui sont en impasse thérapeutique qui ne vont pas forcément pouvoir bénéficier de cette expérimentation et qui donc, par défaut, se dirigent vers ces boutiques. Et certes, ils devraient avoir accès à un suivi médical bien plus approprié, mais du coup, je voulais avoir ton avis parce que je vois pas vraiment l'intérêt du coup de tirer à boulet rouge comme ça sur le secteur du CBD bien-être. Je pense que sur le secteur du CBD, on l'a évoqué, il y a un vide juridique et qu'il y a besoin effectivement d'un encadrement, aussi bien dans l'intérêt des entrepreneurs que des consommateurs. Mais je pense surtout que ce qui s'est produit ces derniers mois, c'est aussi que le CBD a vraiment gagné en lettres de noblesse au niveau médical. C'est un aspect qu'on voit peut-être moins parce qu'on est beaucoup plus, et vous êtes probablement beaucoup plus dans l'univers de l'entrepreneuriat autour du CBD, mais du côté médical, d'abord, il y a certains hôpitaux
qui ont commencé à prescrire des ordonnances avec du CBD, donc des préparations magistrales qui sont réalisées par les pharmacies dans des indications extrêmement pointues. Donc là, on n'est plus dans le même monde que celui qui est le CBD des CBD shops ou des sites internet, mais en tout cas, le CBD, il y a un véritable regain d'intérêt au niveau médical. Et dans le cadre de l'expérimentation, il faut aussi voir qu'il y a il y a plusieurs ratios, plusieurs formes de cannabis médical qui sont donc délivrées dans le cadre de l'expérimentation, dont des formes qui contiennent quasiment que du CBD. Donc le CBD aussi une place et dans le regard qu'en portent les médecins et les pharmaciens, je crois qu'il y a un regard beaucoup plus médical qui est en train de se construire autour du CBD. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir. Il y a effectivement ces deux mondes, mais en tout cas, le CBD, lui, en tout cas, sort gagnant de cette histoire de cannabis médical, d'expérimentation. Juste si je peux me permettre, enfin, le CBD, il ne faut pas oublier quand même que dans le cannabis, il y a plus de 160 molécules, je crois. Et Plus. Plus. Donc, il n'y a pas que le CBD dans tout ça. Que pour des raisons médiatiques, à un moment donné, on a schématisé. Le CBD, c'est bien, le THC, c'est bacaca, on ne va pas en entendre parler. Bon, ça ne se passe pas comme ça, hein, quand même. Aujourd'hui, on a aussi besoin du THC à un moment donné sur des douleurs spastiques, neurologiques. Il faut du THC. Les Israéliens montent à des taux de THC. Donc, il faut arrêter, notamment. Alors, je ne dis pas que c'est fait, hein, mais dans tout ce qui est maintenant personnel médical ou spécialisé, il faut arrêter de diaboliser cette molécule. On en a besoin. Alors certes, après, tout est une question de dosage, mais on a besoin de tout ça et de rappeler aussi que dans le cannabis, en fait, il y a assez peu de bibliographie, de recherche sur l'ensemble des molécules. Donc on ne sait pas ce qu'on peut encore trouver demain. On peut peut-être trouver des choses intéressantes et que voilà, il faut, enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on a les opiacés, on n'est pas en train de diaboliser un certain nombre de choses, alors que, heureusement qu'on a les opiacés pour traiter un certain nombre de douleurs, mais aujourd'hui, ça fait 150 à 200 morts par jour aux États-Unis. Donc, voilà, de grâce, il faut apprendre. Et c'est pour ça que Nicolas Authier, j'apprécie énormément aussi. Il a aussi un point de vue à arrêter. Je rappelle que la commission scientifique, elle s'est mise en œuvre suite j'étais avec Jean-Baptiste Moreau, on était tous les deux, on a vu, c'était au mois de juillet 2018, on était dans le cabinet du Premier ministre. C'est comme ça qu'on a réussi à ce qu'il demande à la NSM de mettre en place une commission. Voilà comment c'est parti. Il a travaillé, ils ont fait du très bon travail, mais là aussi, apprenons, soyons quelque part scientifiques. Il ne faut rien diaboliser, il faut expliquer les inconvénients et les apports que peuvent avoir certaines molécules dans un ensemble, mais il faut, voilà. Alors après, effectivement, j'ai vu Aurélien, le lettre verte de Nicolas Authier sur un certain nombre de choses. Il a peut-être raison sur certains aspects. Je fais pas assez de veille. Je pense qu'Aurélien Bernard pourrait peut-être plus nous en dire par rapport à tout ça, parce qu'il lui a une vision beaucoup plus large à l'échelle européenne et internationale, mais bon, voilà, en même temps, on est encore en France, donc en France, il faut qu'on fasse différemment et on est toujours mieux que les autres, nous. On est tellement mieux que les autres qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas commencé à faire quoi que ce soit. Donc, je rappelle quand même que si on avait une bonne maîtrise des produits qu'on veut utiliser, avoir une bonne maîtrise des produits que l'on souhaite utiliser, c'est autoriser des filières de production en France. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des feuilles qui sont passées sous rayon X, pour neutraliser, faire baisser les taux de THC, enfin bon bref, donc ce qui altère aussi la qualité des terpènes et des molécules, enfin bon bref, on n'a pas de traçabilité quand même forcément sur l'ensemble des produits qui sont importés. Donc la meilleure des choses, c'est qu'on autorise des filières en France et qu'on fait notre contrôle qualité en France, et là, ça sera déjà beaucoup mieux. Ça tombe bien que tu prennes la parole, Eric, parce qu'on voulait justement passer à toi sur la fin. Je me permets juste de lancer le jingle pour que ton nom s'affiche. Et puis, on continue. On a une question en plus du chat pour toi sur la partie politique. Du coup, la question du chat, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas eu de référendum sur le sujet du cannabis en France? Est-ce que ça ne serait pas la solution pour mettre tout le monde d'accord? Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, un référendum, ça peut être dangereux, hein, parce qu'on a déjà vu dans l'histoire de notre pays des référendums citoyens pour pouvoir essayer de faire passer un certain nombre de choses, et puis ça s'est renversé
contre les personnes qui étaient éventuellement à l'origine de ça. Moi, je suis pas contre le référendum, hein, j'ai pas de souci par rapport à ça, mais il faut faire attention de la manière dont la question est posée, comment on cerne bien le sujet, de façon à ce qu'effectivement on ait une réponse, non pas la réponse qu'on veut, parce que ça serait tronquer le débat, mais d'avoir une réponse claire. Voilà. En Suisse, ils font des référendums d'initiative citoyenne. En France, je crois qu'on n'est pas capable de faire ça. Parce qu'après, chaque fois qu'il y a un référendum sur une question posée, c'est en fait politisé, mais politisé pas au sens noble du terme, parce que la politique c'est quelque chose de noble, mais c'est politisé au sens politicien. Et en fait, après, la question est oubliée, la question posée est oubliée, en fait, c'est un référendum pour ou contre le président de la République, ou pour ou contre un tel, ou pour ou contre un tel. Donc voilà, on ne sait pas manier ça en France, malheureusement. Mais effectivement, ça pourrait être une belle réponse. Voilà, mais il faut être très clair. Enfin, en tous les cas, moi, je suis surtout pas opposé à ça. Mais je suis opposé à rien, en fait. Je suis surtout pour qu'on puisse, à un moment donné, rattraper notre retard et notre obscurantisme, faire en sorte que on puisse travailler la fleur en France. Encore une fois, il faut savoir que la France est le premier pays au monde producteur de morphine base. C'est nous, les Français, qui produisons la morphine base, c'est-à-dire des opiacés. Et à côté de ça, on va diaboliser une fleur qui s'appelle le cannabis. Je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Et si on parle d'alcool, bon, on est très bon. J'ai Voilà. cru comprendre que quelqu'un voulait réagir tout à l'heure à tes propos sur la production en France. Moi, éventuellement, je peux revenir sur le côté diaboliser le THC. Effectivement, Eric le souligne bien. Déjà, le THC, il a un intérêt en médecine, ça c'est évident. Mais quand il dit que le THC il est diabolisé, on le voit notamment au niveau réglementaire, quand on voit que la Commission européenne fait des propositions pour des traces de THC dans les produits finis issus de la graine de chanvre, qui sont de quelques ppm. Donc ppm, c'est partie par million, c'est des taux tellement bas que c'en est vraiment aberrant, et que le THC de manière générale a des recommandations de limite bien plus basses que la nicotine, le mercure, énormément d'autres contaminants qui sont bien plus dangereux pour la santé que le THC. Il y a quand même quelques aberrations là-dessus. Le IHA, donc l'Association européenne des producteurs de chanvre et des transformateurs de chanvre, travaille justement pour réévaluer les limites de THC admissibles dans l'alimentation, entre autres, en tout cas consommable par l'humain, et j'espère que ça va aboutir et qu'on va pouvoir effectivement notamment utiliser du full spectrum, parce qu'avec des recommandations de limite aussi basses que celles qu'elles sont aujourd'hui, et ben forcément ça pousse vers l'isolat, ça pousse vers de la molécule, alors que les gens ils ont envie de produits avec une certaine naturalité et pas uniquement de molécules chimiques, quoi. Absolument. Cannabis de synthèse peut être aussi une vraie bombe à retardement. Donc voilà, mais après tout, enfin, je veux dire, encore une fois, si vous buvez un verre de Ricard, bah, ça va aller, quoi. Vous aurez le goût de l'anis, ça peut rafraîchir. Si vous buvez la bouteille cul sec, ça va pas être terrible non plus. Donc bah, le THC, c'est pareil, quoi. Faut quand même, faut faire attention. Et puis, enfin bon, voilà. Et du coup, Eric, c'est quoi, toi, tes attentes sur l'année 2021? Quels sont les grands événements politiques à venir sur le sujet? Vraiment, des attentes sur l'année 2021, ce sont les mêmes que sur l'année 2018. Voilà, ça montre le retard que l'on avait. C'est de pouvoir très vite autoriser effectivement la transformation de la fleur et de pouvoir produire chez nous et de transformer chez nous et de faire cette véritable filière économique. Parce que d'un point de vue médical, Pascal l'a rappelé tout à l'heure, je crois que là-dessus, c'est en cours. Et puis, je ne vois pas comment demain, on pourra revenir en arrière. On aura besoin de ces molécules-là et on sera plus dans le calcul de quelle nouvelle pathologie on va inclure dans les prescriptions. La fibromyalgie, par exemple, on sait que ça peut être efficace sur la fibromyalgie, elle n'est pas inclue. Et ça, que chez Nicolas Autier était plutôt favorable à la fibromyalgie. Donc, on sera plus dans la discussion de savoir quelle pathologie on rajoute, quel dosage, quel rapport THC, voilà, CBD on met. Enfin, ça sera plus des discussions scientifiques de cette nature-là. Puis après, comment on élargit vraiment. Et puis aussi, comment on fait de la recherche. On a besoin de programmes de recherche. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui font de la recherche sur le cannabis et puis la maladie de Parkinson, notamment par rapport au tremblement. Je sais qu'au CHU de Limoges, pas loin de chez moi, il y a un interne qui est en train de travailler là-dessus et qui fait sa thèse là-dessus avec un programme de recherche là-dessus. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui se passent dans les hôpitaux français, heureusement.
Donc, mais il faut aussi former les médecins, ça c'est important, hein. Mon fils, il vient de faire médecine, il est en 7e année, et le cannabis, c'est 4 lignes. En 4e année, c'est 4 lignes, hein, dans un module de psychiatrie, pas plus. Bon, il va falloir quand même développer l'aspect formation du monde médical, dans un premier temps. Voilà. Donc, là-dessus, c'est vraiment en attente. Par contre, il y a un retard politique terrible. Aujourd'hui, on préfère créer des emplois partout ailleurs en Europe ou en Australie ou ailleurs et pas en France. On est incapable, donc voilà, mon attente, c'est celle-ci. Mais c'est celle-ci non pas pour des grands groupes, hein, je ne souhaite pas que ce soit des grands groupes qui s'emparent de tout ça, mais qu'on puisse effectivement développer une filière industrielle autour du cannabis, mais une filière industrielle agricole, hein, pour permettre à des agriculteurs, alors là je parle pour ma paroisse, qui sont dans des territoires ruraux comme les nôtres, en France, donc il y a la Creuse bien sûr, mais il y a d'autres territoires, et qui demain pourront permettre effectivement à des agriculteurs d'avoir des compléments de revenus, parce que là aussi je ne souhaite pas que ce soit des agriculteurs qui ne fassent que ça. On pourrait limiter un certain nombre d'hectares par agriculteur, que ce soit des compléments effectivement financiers, parce qu'il faut savoir que chez nous, un agriculteur peut travailler 70 heures par semaine et vivre du RSA, pas plus, hein, parce qu'il n'arrive pas à dégager le revenu, c'est comme ça. Pour autant, on a besoin de ce qu'ils font et on a aussi besoin qu'ils restent habités dans les territoires. Voilà, donc je suis plus pour développer une filière coopérative, je veux dire comme ça, que pour des grands groupes s'emparent de tout et puis après, ça échappe au territoire et à l'économie locale. Bon, voilà mes attentes. Bon, je suis peut-être un utopiste, mais je m'en fous. Il ne faut pas oublier que les utopies de demain, les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain, je vais y arriver. C'était Victor Hugo qui disait ça. C'était complètement utopique de lancer l'idée du cannabis thérapeutique d'un point de vue politique en 2017. Là, je me suis fait dézinguer. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou. Tu seras jamais réélu, etc. Bon, je m'en fous. Moi, je suis soignant avant tout, hein. Je suis également élu, mais je suis d'abord soignant. Donc après, et puis malgré tout, c'est avancé. On est arrivé à avoir l'expérimentation. Et donc voilà, il faut penser aux gens. Si dans nos réflexions communes, en fait, on peut remettre un peu de fraternité, et si on remet l'humain au cœur de nos préoccupations, on devrait y arriver. Mais j'ai un peu peur que l'humain ne soit pas la préoccupation de tout le monde en ce moment. Mais on sera utopiste avec toi, Eric. Et puis, Merci. de ce que je comprends, c'est qu'on reste suspendu aux lèvres de la Mildeka, qui aujourd'hui n'ont pas encore clairement donné leur C'est position. un scandale que ce soit la Mildeka qui réécrive quelque chose qui finalement est agricole. C'est historique, c'est du jamais vu. Ah oui, je pense qu'on est Pourquoi? tous Parce que d'accord. on est sur un truc tabou, mais ce pays, la France, mais putain, c'est terrible, terrible. En tout cas, on te suivra demain sur Radio Nova. Merci à tous d'avoir été présents pour faire ce point un an après. J'espère qu'on se retrouvera l'année Merci. prochaine avec beaucoup de bonnes nouvelles. Merci à Cine, donc la boîte de production Merci, qui a Laure. organisé ce live. Et merci. Avant l'année prochaine, Laure, avant l'année prochaine, Avant. il faut que ça aille vite. Merci et Il merci faut que à ça aille tous. vite parce qu'après, il n'y aura plus de place pour nous, tout sera fait ailleurs, hein. On en prend note. On monte ce live et on l'envoie aux députés et aux hommes politiques pour qu'ils puissent le regarder et changer de position rapidement. Et vous le retrouverez sur Instagram, sur Instagram IGTV et sur YouTube. Merci à tous. Et Passez une belle soirée. ciao. Oh. Merci beaucoup, Laure. Merci.